Et de m'avoir aimé comme ça. RGB 99.2. Il est 18h. Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h dans l'actualité du mardi 5 mai. Le risque de fermeture des urgences de nuit de Magny-en-Vexin écarté pour le moment, on y reviendra. Les avocats en colère contre le projet de loi de réforme de la justice, on réécoutera la bâtonnière du Val d'Oise dans un instant. Votre agenda culturel de la semaine et puis côté météo, demain la journée reste grise toute la journée. Côté température, comptez 8 en minimal, 15 en maximal. À Magny-en-Vexin, la fermeture des urgences de nuit est pour l'instant suspendue. L'agence régionale de santé a rejeté la proposition de l'hôpital Novo de Pontoise de transformer le service en simple antenne, ouverte seulement de 8h à minuit, au motif qu'une telle antenne doit être adossée à un SMUR sur le même site. Le maire, Luc Puech-d'Alissac, parle d'une première victoire et évoque un maintien temporaire des urgences de nuit jusqu'en 2028, tout en reconnaissant que le risque de fermeture n'est pas écarté. La mairie dit désormais vouloir négocier un compromis, prêt à accepter une fermeture partielle entre minuit et 8h, mais en échange de compensation, notamment l'installation d'un scanner et de développement de spécialités comme une permanence de cardiologie pour consolider l'hôpital de proximité et limiter les inégalités d'accès aux soins en zone rurale. On le disait dans les titres, les avocats en colère contre la loi de réforme de la justice. La bâtonnière de Pontoise était avec nous, une interview rediffusée. Anne-Lise Villestup-Gilbert, bonsoir. Bonsoir. Avocate, bâtonnière de l'Ordre des avocats du Val d'Oise. On vous reçoit pour parler de cette loi qui va toucher la justice, ce projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes. C'est comme ça qu'il s'intitule, la loi sûre comme sanction utile, rapide et effective. C'est en tout cas comme ça que le présente le gouvernement. Débat de loi qui a été examiné au Sénat en procédure accélérée récemment et qui a été validé par le Sénat. Qu'est-ce que contient ce texte d'abord pour ceux qui sont pas forcément familiarisés avec la justice, on ne l'est pas forcément quand on n'a pas été confronté. Qu'est-ce qu'il contient ce texte ? Alors il contient beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on focalise beaucoup là, dans les médias actuellement sur le plaidé coupable criminel qui est vraiment la mesure phare de ce projet de loi et qui pose un certain nombre de problèmes à la profession, mais il n'y a pas que ce point-là, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'articles et on est sur et le plaidé coupable criminel et une modification de ce qu'on appelle les cours criminelles départementales. Alors j'y reviendrai peut-être pour vous expliciter, mais pour vous faire balayer un petit peu la situation. On a des articles sur la modification des règles de détention provisoire, la modification des règles procédurales s'agissant des victimes et des intérêts civils. On a aussi des modifications de tout le système qui se rapporte aux questions des nullités de procédure. Et voilà, donc en fait, effectivement, on focalise sur l'article 1 qui est effectivement problématique, le plaidé coupable criminel, mais en vrai, cette loi pose 1001 difficultés et pas uniquement ce haut de l'iceberg dont on parle depuis maintenant plusieurs semaines au niveau des médias. Je voudrais qu'on parle d'abord, on va quand même en parler de ce plaidé coupable criminel, puisque effectivement on en parle beaucoup. Qu'est-ce qui change avec l'apparition de ce plaidé coupable pour les crimes ? Alors en fait, ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est de mettre en place la même chose que ce qui existe déjà pour les délits. Donc pour partir de la base, en France, il y a donc des infractions pénales qui sont catégorisées. Il y a 3 catégories. Il y a les contraventions, le fait de griller un stop, les délits, donc un cambriolage, un vol, et les crimes, donc qui vont être les meurtres, les braquages, les viols. Pour dire les choses simplement, pour parler de 3 grandes catégories. Il y en a plus que ça, bien sûr, mais pour avoir un ordre d'idée. Donc, le plaidé coupable en France existe depuis maintenant une vingtaine d'années pour les délits. C'est-à-dire que quand les faits sont reconnus, on ne passe pas devant un juge, devant une audience. Il n'y a pas d'audience à proprement parler. Il y a un rendez-vous dans un bureau avec un avocat obligatoire qui va discuter de la peine avec le procureur qui poursuit. Et donc, l'avocat et le procureur se mettent d'accord avec le client qui est à côté. Et après, cette peine-là va être homologuée par un juge. Donc, sans débat, le juge va dire « oui, ok, ça colle » ou « non, ça colle pas ». Et dans ces cas-là, ça repart en audience. Et on veut faire la même chose sur les crimes. Or, les crimes, la difficulté est quand même tout autre. Déjà, on est sur des peines beaucoup plus lourdes. Nous, actuellement, sur le plaidé coupable correctionnel qui s'appelle CRPC,
en tout cas sur le Val d'Oise, et je pense à peu près partout en France, on n'a pas d'incarcération. C'est-à-dire que c'est pour les peines soit d'emprisonnement avec sursis, soit de travail d'intérêt général, soit d'amende, mais pas d'emprisonnement. Là, on est non seulement sur des peines d'emprisonnement, mais des peines d'emprisonnement extrêmement lourdes, puisqu'on est sur l'intégralité des crimes prévus. Donc même sur la réclusion criminelle à perpétuité, même sur les peines de 30 ans, on est sur des peines extrêmement lourdes. Et tout ça se ferait donc dans un bureau, avec l'avocat de l'accusé et le procureur, et donc sans la victime. On met complètement de côté la victime. Alors le discours officiel, c'est de dire on est là dans le respect des victimes pour leur éviter une audience qui est désagréable. Or, on va appeler un chat un chat. Une audience est potentiellement désagréable. Alors déjà, pas pour toutes les victimes, mais pour une partie des victimes, quand l'accusé nie les faits ou les roule dans la farine. Mais là, quand l'accusé reconnaît les faits, en quoi une audience peut être effectivement traumatisante ? Au contraire, elle est effectivement complètement salvatrice et ça fait du bien à la victime d'entendre la parole de l'accusé qui reconnaît les faits, qui reconnaît sa part de responsabilité. On lui retire ça et on lui retire même la présence pendant la négociation de la peine. C'est-à-dire que le seul droit qu'aurait la victime, c'est à partir du moment où cette procédure a été choisie, 15 jours pour s'opposer. Voilà, c'est la seule chose que la victime conserve, c'est 15 jours pour s'opposer et être présente à l'audience d'homologation. Donc cette audience où le juge, alors là on dit quand même c'est criminel, donc on va mettre 3 juges, youpi. Les 3 juges vont homologuer ce qui avait été décidé. Et elle a juste ces 15 jours. Donc admettons, si pendant la phase d'instruction, donc la phase d'enquête, elle n'a pas eu d'avocat, elle va avoir 15 jours pour trouver son avocat, demander l'aide juridictionnelle si elle rentre dans les critères de l'aide juridictionnelle pour que son avocat soit rétribué par l'État, que l'avocat la rencontre, qu'il demande la copie du dossier, qu'il consulte le dossier, qu'il revoie avec elle, qu'il fasse le point, tout ça en 15 jours, pour essayer d'être en accord avec ce plaidé coupable. Sans ce que vous disiez, ce processus, et on le dit souvent, on ne rend pas la justice que pour punir, on rend la justice aussi pour réparer, sans ce processus de réparation psychologique qui peut être utile à beaucoup de victimes. C'est ça, et on a du mal à entendre effectivement le côté respectueux de la victime quand juste on la met de côté. Et une fois de plus, je ne nie pas que parfois une audience peut être difficile à vivre pour les victimes. Il y a souvent beaucoup d'appréhension avant, en général après elles sont quand même soulagées que ça ait eu lieu et ne regrettent pas d'y avoir participé, mais les traumatismes sont en règle générale vis-à-vis des accusés qui nient en bloc les faits. Et là, c'est justement l'inverse. Donc, on ne voit pas trop pourquoi on va retirer ça aux victimes et ne plus leur laisser du tout voix au chapitre et que tout se passe en fait sans du tout les prendre en considération. Aujourd'hui, est-ce que ce sera possible avec cette loi pour une victime de refuser ce système avant qu'il ait lieu, c'est-à-dire de passer sur une cour criminelle ou une cour d'assises en l'occurrence ? C'est ça. Alors, elle a ses 15 jours pour s'opposer éventuellement le cas échéant. Alors, est-ce que 15 jours, c'est suffisant pour peser le pour et le contre et avoir ce recul-là ? J'en suis pas sûre. Mais à côté de ça, il y a aussi autre chose. Non seulement ce temps qui est très contraint, mais aussi cette pression psychologique de si vous refusez, ça sera jugé dans potentiellement 2 ans, voire plus. Je m'explique en 2 mots. Là, actuellement, pour la plupart des infractions, on va prendre les infractions criminelles d'ordre sexuel qui, à 90%, sont jugées devant les cours criminelles départementales. Donc déjà, sans juré populaire. Pour pouvoir avoir une audience alors que la personne accusée est en détention provisoire, actuellement, on a un délai de 6 mois renouvelable une fois entre la fin de l'enquête par le juge d'instruction, ce qu'on appelle l'ordonnance de mise en accusation, et l'audience effective. 6 mois renouvelable une fois. Avec le texte, on double ce délai qui passe à 12 mois, renouvelable une fois, soit 2 ans. C'est-à-dire que là, la victime qui arrive en fin d'instruction et on lui propose, écoutez, acceptez le plaidé coupable ou pas, si vous le refusez, madame, ou monsieur, ça va être 2 ans avant de pouvoir avoir effectivement une explication. Et donc ça, c'est un poids aussi énorme et ça va vicier à notre sens, et c'est pour ça que la profession se lève, c'est un poids, une pression sur les épaules qui va vicier ce consentement et empêcher d'avoir un consentement éclairé, de dire oui, dans ce cas, c'est dans mon intérêt parce que je ressens ça. Non, c'est pas les bonnes choses qui vont être prises en considération par la victime pour se décider. Et avec une loi qui est censée accélérer les procédures judiciaires et qui en fait pourrait les ralentir au final avec tout ce projet. Mais c'est ça, c'est là où on vise toute l'hypocrisie de ce texte. C'est-à-dire que le texte s'appelle, donc qui s'appelait sûr jusqu'ici, en fait a été divisé en 2. Donc là c'est le premier pan qui s'appelle justice criminelle et respect des victimes, ne respecte pas du tout les victimes. C'est-à-dire les respecte, d'après eux,
en les mettant de côté, en les excluant du débat complètement, en les mettant juste présentes à l'audience d'homologation. Il y a même pire. On a un article de loi qui vient dire, très bien, quand l'action quand l'action publique est terminée, c'est-à-dire quand la personne a accepté la sanction et qu'on passe aux intérêts civils, c'est-à-dire à la réparation à proprement parler de la victime, donc ces demandes financières, puisque c'est forcément des demandes pécuniaires, eh bien ces demandes-là d'intérêt civil peuvent être jugées plus tard. Parce que autant il faut effectivement gagner du temps et du délai, et on est d'accord pour dire que l'audiencement criminel est catastrophique actuellement en France. Ça, la profession d'avocat ne le nie pas, c'est pas du tout la question. Mais on vient dire, OK, on va essayer de grappiller quelques semaines ou quelques mois sur l'action publique et sur le fait de poursuivre les accusés, mais par contre, la victime, une fois que l'accusé a été condamné, eh ben ça, on peut le renvoyer à beaucoup plus tard, donc à 18 mois, 1 an, 2 ans après, parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas d'audiencement. Donc le respect de la victime, c'est l'exclure du procès pénal et après, derrière, la faire patienter encore plusieurs mois avant d'avoir les intérêts civils. Donc ça va complètement contre les victimes, et c'est ça que la profession d'avocat essaye de mettre en avant. C'est-à-dire que c'est pas un intérêt de la profession. Nous, de toute façon, l'avocat est obligatoire en matière de plaider coupable, donc on ne perd rien avec cette réforme. C'est vraiment une question d'état de droit et de respect des victimes, et c'est ça le positionnement de la profession. Je voudrais qu'on parle aussi des cours criminels. C'était une expérimentation qui durait depuis quelques années déjà, qui est amenée à être étendue. Aujourd'hui, quel bilan vous faites des premières expérimentations, qui sont quand même depuis longtemps maintenant, des cours criminels ? Maintenant, ça fait plusieurs années. Alors, il y a le pour et il y a le contre. C'est pas ni tout noir ni tout blanc comme toujours. On a quand même une difficulté primordiale, et c'est ce que va essayer de modifier ce projet de loi, mais une fois de plus, pas dans le bon sens. Pour une cour criminelle, on retire donc le jury populaire et on met à la place 5 magistrats professionnels. Et ça avait été une promesse à l'époque d'Éric Dupond-Moretti, puisque à l'époque c'était lui qui était garde des Sceaux, de dire ok, on retire le jury populaire pour essayer d'aller un peu plus vite et de gagner du temps, mais en échange, on vous garantit qu'il y a 5 magistrats professionnels qui viennent statuer, avec un président de cour d'assises et 4 magistrats à côté. Mais le problème, c'est que les 4 magistrats, il faut les trouver. Oui. Puisqu'en cour d'assises, quand il y a les jurés, il y a uniquement 2 assesseurs. Ils sont 3 magistrats professionnels. Donc là, on en rajoute 2 autres. Et bien donc, on va déshabiller Paul. Donc, on va chercher les juges aux affaires familiales, on va chercher les juges au civil, tous les autres juges en fait de la juridiction qui vont prendre une journée, 2 journées, une semaine en fonction de la durée d'audience, et qui vont faire de la cour criminelle, et qui, pendant ce temps-là, ne vont pas pouvoir assurer leurs propres audiences qu'elles devront rattraper après. Et c'est comme ça qu'au bout de 4 ans de cour criminelle sur le Val d'Oise, eh ben, on a des délais aujourd'hui d'1 an avant d'avoir une audience devant le juge aux affaires familiales. Voilà, une conséquence directe de la cour criminelle départementale. Le diagnostic que vous avez, il est le même que celui que fait le gouvernement. Il y a trop de délais. Aujourd'hui, la réponse n'est pas la bonne, selon vous ? La réponse n'est pas la bonne parce que là, du coup, ce qu'il propose pour essayer d'arrêter cette hémorragie sur les autres pans judiciaires, eh ben, ils disent, finalement, on ne mettra que 3 magistrats professionnels et 2 assesseurs non professionnels. Des assesseurs non professionnels, ça peut être par exemple des avocats honoraires. Donc une fois de plus, c'est là où je dis que ça ne va pas à l'encontre de la profession d'avocat. Mais on rompt une parole, et c'est surtout, si on fait un petit pas de côté, on se rend compte que donc il y aura uniquement 3 magistrats professionnels, plus de jury populaire. Donc en fait, les crimes sexuels, donc les viols, pour appeler un chat, seront jugés de la même façon, sous le même principe qu'un délit. C'est-à-dire que le tribunal correctionnel, c'est pareil, c'est 3 magistrats professionnels. Donc là, en fait, on est en train de dire que les viols seront jugés en France comme de simples délits. Quasiment comme une comparution immédiate, en fait. C'est comme une comparution immédiate, à part que le délai est différent, mais dans le sens où 3 juges professionnels. Donc on est en période de MeToo, en période de prise en considération de la victime, sur un projet de loi où on parle de respect des victimes, on vous dit qu'en pratique, maintenant, les viols nécessitent le même traitement qu'un simple délit. C'est ça qui est extrêmement grave. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui ? Plus de moyens, tout simplement. En général, quand on arrive à parler de service public, on parle de plus de moyens. Ça, c'est évident qu'il faut plus de moyens. Et alors, quand le garde des Sceaux nous explique que les moyens, le budget de la justice n'a cessé d'augmenter depuis les dernières années, c'est vrai. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est que ça a augmenté avec un budget, ce qu'on appelle fléché. C'est-à-dire que concrètement, sur l'augmentation de la justice, une énorme partie de cette augmentation a été directement affectée
à tout ce qui concerne la pénitentiaire, c'est-à-dire la prison, la détention. Une autre partie a été fléchée vers l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire la rétribution des avocats pour que une plus grande partie de la population puisse bénéficier de l'avocat sans avoir à le régler. Mais au final, les juridictions en elles-mêmes qui jugent et qui statuent, les magistrats, les greffiers, les besoins de la justice, eux, il y a eu très peu d'augmentation. La seule chose qu'on ait eue, éventuellement, ce sont des assistants de justice, mais c'est tout. Donc ce n'est pas suffisant, effectivement, pour réparer cette justice, et c'est pour ça qu'on continue petit à petit à aller dans le mur. Et ça, là-dessus, effectivement, on est tous d'accord sur cette situation. Juste un petit mot pour terminer sur la situation valdoisienne. Aujourd'hui, quel état des lieux vous faites de la justice en Val d'Oise en termes global, en termes de délai, en termes de personnel? On en est où? Alors, c'est catastrophique, mais heureusement que les juges, les greffiers, tous les membres de l'institution judiciaire au sens large, auxiliaires de justice et avocats inclus, heureusement qu'on est là pour soutenir la justice, parce que le budget qui lui est alloué ne permet pas de son bon fonctionnement. Donc on est vraiment à essayer de réparer par des bouts de ficelle. Et effectivement, on a tous peur à un moment donné que la situation implose, qu'il y ait une difficulté, qu'il y ait quelqu'un qui soit sorti de détention parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été respecté, que personne ne l'a vu. Et effectivement, c'est dramatique. Mais il faut repenser la justice autrement, mais pas en retirant de l'efficacité et en retirant des garanties et des libertés fondamentales. Il faut réussir à trouver un autre moyen de penser la justice tous ensemble. Et ça fait partie des choses qui ont énormément contrarié la profession d'avocat. C'est qu'une réforme de cette ampleur sur une procédure dans laquelle on est partie prenante, l'avocat est obligatoire en cour d'assises et en CCD, nous n'avons même pas été invités autour de la table. Aucune concertation avec la profession, aucune. On nous a mis le texte de loi, une fois qu'il était terminé, sur la table, sans aucune concertation avec la profession et avec nos instances nationales. Merci Anne-Lise Wistub-Guilbert d'avoir été avec nous. Merci à vous. Vous êtes avocate et bâtonnière de l'Ordre des avocats du Val d'Oise. L'Assemblée nationale doit encore examiner le texte. C'est mardi, vous en avez l'habitude. Tout de suite, votre agenda culturel de la semaine. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel agenda culturel. Ce soir à 20h, le Centre des Arts d'Enghien-les-Bains accueille une soirée singulière mêlant danse contemporaine, magie nouvelle et art numérique avec les compagnies Effie Pharmaki, Cube et Rod Boom. Cette avant-première propose un plateau partagé où un duo chorégraphique introspectif explore les multiples facettes de l'identité à travers l'illusion, tandis qu'une seconde création, inspirée de la théorie du chaos, plonge le spectateur dans une expérience participative brouillant les frontières entre cause et conséquences. Entre mentalisme, technologie et mouvement, ce spectacle immersif transforme le public en véritable acteur de la magie. Les tarifs évoluent entre 12 et 22 €. Ella est une petite fille qui naît dans une famille où il n'y a pas de fils, dans un pays où la société rejette les familles sans héritier. Ses parents lui inventent donc une double identité. À la maison, elle sera Ella, leur fille, et pour le reste du monde, Ellie, leur fils. Et pourtant, quand elle a 13 ans, elle redevient une fille aux yeux de tous pour être mariée de force. Cette histoire inspirée de faits réels est mise en scène par Nathalie Bansard dans une pièce assez proche du conte qui interroge les injonctions, les traditions et les assignations sociales qui étouffent les jeunes filles. Les deux comédiennes Diane Pasquet et Juliette Prié se partagent la narration et assument le rôle à la fois de narrateur et de personnage. Les filles ne sont pas des poupées de chiffon, c'est une pièce à découvrir mercredi à 15h puisque l'espace Saint-Exupéry accueille une représentation de ce spectacle jeune public ouvert à partir de 8 ans. Le tarif est fixé à 9 €. Infos et réservations au 01 39 32 66 06. Mercredi soir à 20h, le chanteur David Walter se produit en concert à la Cave d'Argenteuil pour une soirée musicale mêlant soul, pop et influences caribéennes. Après son retour en 2020 avec Soleil Créole, élu album de l'année par plusieurs médias, il continue d'explorer une musique électro-créole mêlant folk, beat électronique et influences afro-caribéennes avec son dernier album T-Love sorti en 2026. Le chanteur parle lui-même de soul créole pour décrire sa musique. La première partie du concert est assurée par Lynn, une jeune artiste en pleine ascension. Après 2 EP remarqués, elle a dévoilé en janvier 2026 son premier album, La vie me va si bien, un projet aux influences néo-soul, R&B et pop. Dimanche à Aubonne, au Pivot, le spectacle Josette et Mustapha de la compagnie La Cour Singulière propose une expérience théâtrale à la fois poétique et immersive, mêlant marionnettes, théâtre d'objets et interaction avec le public.
Au cœur de cette création, Josette, une octogénaire espiègle et échappée de son EHPAD, s'installe quelques jours dans un quartier avec son chat Mustapha. Elle part alors à la rencontre des habitants et partage des fragments de vie entre souvenirs, doutes et élan de liberté. À travers une mise en scène délicate et pleine d'humour, la compagnie invite le spectateur à entrer dans l'intimité de ce personnage attachant, tout en interrogeant avec tendresse la place des personnes âgées dans notre société. Entre moments drôles et réflexions plus profondes sur la fin de vie, le spectacle se construit comme une rencontre humaine où la frontière entre fiction et réalité s'efface progressivement. Accessible à partir de 8 ans, la représentation est gratuite. Le rendez-vous est fixé à 17h et le spectacle sera suivi d'un café-concert organisé par la ville à 18h30 et d'un pot convivial. Après plusieurs tournées entre Zénith et Arena, 15 ans après, le chanteur Calogero retrouve le chemin du théâtre pour une tournée événement de plus de 150 dates. Il sera donc au centre culturel de l'Orangerie à Roissy en France dimanche à 18h pour un concert intimiste. Au programme, une sélection de morceaux choisis par l'artiste, tous issus de son répertoire, mais présentés dans des versions inédites. Le chanteur, compositeur et musicien français commence la musique avec son groupe Les Chars avant de se lancer en solo en 2000. C'est en 2002 qu'il se fait réellement connaître du grand public, avec notamment son titre En apesanteur. Les tarifs évoluent entre 13 et 27 €, réservation possible au secrétariat de l'Orangerie en contactant le 01 34 29 48 59 ou sur le site web roissyenfrance.fr. Il ne vous reste plus que quelques jours pour découvrir l'exposition La pudeur des corps et des pierres à Enghien-les-Bains. La ville accueille les tirages d'époque 1947-1948 du photographe de Pierre Jahan consacrés aux nus et aux gisants. Plus que de simples photographies de nus, les clichés s'inscrivent dans un projet artistique plus vaste. En 1947, il les illustre par des extraits du recueil de poèmes Plein Chant de Jean Cocteau. Ce partenariat souligne la dimension poétique du travail du photographe qui parvient à transformer la simple représentation du corps. Les clichés en noir et blanc reflètent la beauté des sujets traités avec respect et délicatesse. Jusqu'à dimanche, l'exposition est ouverte de 14h à 18h et l'entrée est gratuite. C'est la fin de cet agenda culturel, rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne soirée sur RGB. Évidemment, à la semaine prochaine pour un nouvel agenda culturel. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information, c'est demain à 18h sur RGB 99.2 FM, radio-rgb.net en direct sur Facebook, en différé sur YouTube. Bien sûr, je vous souhaite une excellente soirée et je laisse la parole à Damien Gissa à la technique pour la suite. Et du côté de votre programmation sur RGB, sur le 99.2 FM, c'est la fréquence valdoisienne de RGB, ou sur notre streaming sur le www.radio-rgb.net, ou encore sur les applications pour mobile, à savoir les radios associatives, ou encore Radio Line ou Radio Player, eh bien, vous aurez une soirée tout en art et culture. On commence à 19h avec Écoutez, il n'y a rien à voir, par Philippe Rimbaud et Fabienne Louis, dans le train de ce 72e déjà, cette 72e émission ou 72e voyage, un premier wagon qui sera consacré à Giorgio Morandi, un peintre casanier qui a vécu entre 1890 et 1964. Bien sûr, il sera question de la chronique de Fabienne qui sera dédiée à l'aquaponais. Et oui, l'aquaponais, ça va être très très sympa. Avant de terminer en deuxième wagon avec l'interview de Michel Clouin, peintre et plasticien de Chaumont en Vexin. Écoutez, il n'y a rien à voir, de 19h à 20h. Vous pourrez réécouter cette émission demain, mercredi, entre midi et 13h. À partir de 20h, ce sera la session de rattrapage de Luc Mariani et Laurent Buvry avec Absolutely Live. Absolutely Live. Voilà, je vais y arriver. Une émission que vous retrouverez aussi demain entre 15h30 et 17h30 en direct. Ce soir, session de rattrapage de l'émission de mercredi dernier. Et puis il y aura Reconnaire à 22h, Reconnaire à la taverne du Hobbit, suivi de broadcast par l'ami Freb de minuit jusqu'à 2h du matin. Très bonne soirée sur l'antenne de RGB, sur le 99.2 FM, radio-rgb.net ou encore les applications pour mobile, les radios associatives, Radio Line ou encore Radio Player. RGB en direct de Cergy-Pontoise.